Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission Un homme, un concept. On est de retour sur le plateau de Congo Web Télévision. Vous le savez, ça fait quand même longtemps que j'ai tourné sur ce plateau. Mais on est vraiment de retour dans le cadre de votre émission Un concept. Aujourd'hui, on va parler des finances publiques. Et depuis quelques mois maintenant, il y a un regain d'intérêt des Congolais en général et des Kinois en particulier sur ce concept de finances publiques. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'on entend par finances publiques. Tout le monde veut connaître à quoi sert l'argent de l'État, sa gestion, les affectations et le résultat produit par l'argent de l'État que certains peuvent assimiler aux finances publiques. On va essayer vraiment de connaître, de comprendre ce concept-là sur fond de cette polémique qui ne cesse de monter autour de 60 millions de dollars de dettes qu'aurait laissé l'ancien exécutif provincial de Kinshasa. Et pour certains, c'était avec la bénédiction de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour en parler, qui mieux qu'un ancien député provincial pour aborder cette question, parce que d'une manière ou d'une autre, l'ancienne législature de la province a été mise en cause, a été pointée du doigt dans cette affaire. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Serge Mabé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Ancien député provincial pendant 12 ans. Plus ou moins, oui. 12 ans, c'est-à-dire les 12 années qu'a fait Kimbuta, vous étiez là. Et également, vous avez eu également occupé le poste de rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale après la déchéance de Roger Nsinghi avec, le président Malungeni, si je ne me trompe. Non, Kitwa Sissa. Kitwa Sissa, ouais. Voilà. Mais vous êtes également expert. Donc, je vous prendrai dans ce cadre-là la casquette d'expert en finances publiques, mais également en tant que député sortant ou ancien député ou député honoraire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors, une question toute simple et peut-être banale, diront certains. Qu'est-ce qu'on entend par finances publiques? Mais j'ai l'impression que vous avez déjà répondu à cette question dans votre introduction, parce que vous parlez des gestions d'affectation de deniers publics. Les finances publiques peuvent être entendues de deux manières. Une manière plutôt comme phénomène, ou plutôt comme un fait. C'est l'ensemble de ressources que l'État collecte, aussi bien au niveau interne qu'international, dans le cas de notre pays, par exemple, l'aide publique au développement ou les emprunts, et aussi bien interne, ça veut dire les impôts, et lesquelles ressources sont affectées par l'État, bien sûr, aux besoins collectifs. Donc ça, c'est une définition plus ou moins basique de finances publiques comme étant un phénomène, un constat, une observation. Mais lorsqu'on les envisage d'un point de vue disciplinaire comme science, c'est l'ensemble de règles, l'étude de règles plutôt, qui régissent l'élaboration, l'exécution, l'adoption et les contrôles justement de ces finances publiques, telles qu'on les a définies de manière plutôt factuelle. Donc il s'agit de l'ensemble de ressources mises à la disposition de l'État pour gérer le problème collectif, les besoins collectifs. Dans le cadre, parce que je l'ai dit tout au début, on parle de finances publiques sur base, en tout cas sur fond de cette affaire de 60 millions de dettes qu'aurait laissé l'exécutif Kimbuta, on parle de dettes. On est loin de finances publiques. Est-ce que ça a un lien, une dette contractée par un exécutif provincial ou national et les finances publiques? Bien sûr, tout à l'heure je dis que c'est l'ensemble de ressources. Qui dit dette dit justement un emprunt qui se traduit, qui se transforme en ressources, ça veut dire en millions, en milliers, en milliards de francs ou de dollars, ressources qui pourra être affectées mais non un besoin. Donc la dette fait bien partie de finances publiques. Et d'ailleurs, il y a une disposition bien spécifique de notre loi relative aux finances publiques qui est consacrée aux règles qui doivent régir l'endettement public ou l'emprunt public. Donc la dette fait bien partie de finances publiques parce que c'est une ressource. Même si c'est une ressource négative, parce qu'il va falloir bien la rembourser d'une manière ou d'une autre, mais il s'agit d'abord d'une ressource que l'État perçoit auprès des prêteurs pour faire face à ses propres problèmes. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que, vu de cette façon, l'exécutif Kimbuta avait bel et bien le droit de contracter des dettes. C'est une question assez très délicate. D'abord, du point de vue de la gestion de l'État, on ne peut pas ne pas recourir à l'endettement. Parce que entre le moment où l'État collecte les impôts, entre le moment où le citoyen, le redevable, paye leurs impôts, et le moment où l'État fait face aux problèmes quotidiens, il y a toujours un écart. C'est pour cela que pour concilier, harmoniser ou synchroniser
l'entrée de recettes dans la caisse de l'État et la gestion de problèmes quotidiens, il va falloir lever de ressources sur le marché obligataire, dans le pays où ces marchés existent, ou auprès des banques. Mais sauf que dans notre pays, l'endettement public est régi par des principes très stricts, même s'ils ne sont pas respectés. Ce principe... Ils sont tout peu connus, voire pas du tout. Très bien, justement. Il y a un principe cardinal qui gouverne l'ensemble de la gestion de dettes ou de finances publiques, c'est le principe de la soutenabilité. Ce principe est défini comme ça par la loi. La soutenabilité est la capacité pour l'État, et c'est différent des démembrements, ça veut dire les provinces et les entités territoriales décentralisées, la capacité à faire face aux besoins quotidiens et à rembourser ses engagements financiers. Je peux définir autrement, la capacité à honorer ses engagements auprès des prêteurs, tout en gérant aussi de manière normale ses besoins quotidiens. Donc dès lors que l'État ne peut pas assurer convenablement la gestion quotidienne de ces problèmes et de payer simultanément ses créanciers, on dit que la gestion de finances publiques est insoutenable. C'est pourquoi l'article 15 de la loi relative aux finances publiques, qu'on appelle en jargon d'experts la LOFIP, cet article interdit aux provinces de souscrire des emprunts auprès des institutions financières bancaires. En principe, les provinces ne peuvent pas s'endetter auprès des banques. Donc en principe, il a violé la loi. Ça, c'est un principe. L'exécutif avait violé. C'est très délicat, on va revenir sur ça. Et deuxième chose, c'est que les provinces ne peuvent pas emprunter en dollars, y compris d'ailleurs l'État. Ne peut pas emprunter dans une autre monnaie qui est le franc congolais. Bon, bien entendu, même quand on emprunte en dollars, on transforme toujours ces montants. Donc, la gestion de la dette aujourd'hui est soumise à des principes qui ne sont pas respectés. Pourquoi elles ne sont pas respectées? C'est parce que de manière globale, la LOFIP, qui est notre loi structurant la gestion des finances publiques, n'est pas encore entrée intégralement en vigueur. Bon, on a obtenu un moratoire, elle a été votée en 2011, mais les parlementaires, les députés, je dirais les politiciens, ont obtenu un moratoire, un sursis à son exécution, à son entrée en vigueur intégrale, pour qu'elle ne puisse devenir effective de manière intégrale qu'en 2023. Mais le principe qui gouverne, qui régit la dette publique, c'est le principe de la soutenabilité. Parce que la dette est une question intergénérationnelle. Vous la contractez aujourd'hui, ce n'est pas forcément la génération d'aujourd'hui qui la paie, c'est la génération future qui vient. Et donc, elle doit être soumise... Non, on connaît quelque chose, un pays pauvre très endetté... Bien entendu. Donc, la question, vous avez dit, s'il avait raison ou pas. Okay. En principe, cette dette, telle qu'on l'a vue aujourd'hui, c'est une dette non soutenable. À 60 millions de dollars, la ville de Kinshasa est dans une situation aujourd'hui, ses finances sont dans une situation catastrophique, et donc on ne peut pas dire que cette gestion-là était une gestion optimale, était une bonne gestion. L'équipe sortante de la ville a laissé une ardoise très salée. Si vous voulez bien comprendre, pour une année... La genèse quand même de cette histoire, comment on arrive à contracter? Parce que j'ai lu certains articles de presse, on parlait même de 67 millions et que l'exécutif n'a réussi. Et après la mise en place d'une commission paritaire, ministère de Finances et l'Office et le GDEP, je crois, de dette, on est arrivé à justifier une affaire de 7 millions. Et on n'a pas réussi à justifier 60 millions. Rappelez-nous la jeunesse quand même de ce 60. Comment on arrive à contracter une dette de 60 millions de dollars? Je voudrais d'abord resituer la situation de 60 millions dans la gestion de 12 ans de Kimbuta, de l'équipe sortante. Donc il ne s'agit pas de 60 millions contractés en une année. Donc ils ont contracté tout au long de leur mandat. Ça veut dire qu'il y a des fournisseurs, des créanciers. Jusqu'à une année avant les dernières élections d'ailleurs. La dette la plus problématique qui pose un problème éthique sérieux, tant du point de vue de la gestion de l'État que même des banquiers, de la déontologie des banques, c'est la dette de 14 millions qui a été souscrite avec l'autorisation parlementaire sous notre mandat. C'est cette dette-là qui pose problème, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la dette a été autorisée pour un exercice budgétaire donné. Le budget 2019 a été promulgué au moins le 30 décembre 2018. Ça veut dire que nous, en tant qu'autorité budgétaire, qui avons autorisé en son temps le gouvernement provincial de contracter ses dettes, nous lui avons demandé de contracter la dette pour l'exercice budgétaire 2019. Parce que c'est en 2018, au mois de décembre, le 30 exactement, que la dette a été avalisée par l'Assemblée provinciale. Il était supposé donc que le prélèvement de cet emprunt devait avoir lieu en 2019.
Mais on s'est rendu bien compte, on peut bien se rendre compte qu'il s'agissait d'un vernis, c'était une opération cosmétique. En réalité, la dette avait déjà été contractée. Nous, quand on vous a demandé d'endosser, vous pensez? On pense bien parce que bon, quand mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes député provincial, vous l'étiez en tout cas à l'époque. Vous avez examiné ce budget-là. C'était le tout dernier. C'était le tout dernier. Vous ne pouvez pas aujourd'hui revenir dire que vous avez été leurré ou bluffé. Non, c'est le tout dernier. C'est d'abord le tout dernier exercice budgétaire que nous avions contrôlé, donc pour lesquels nous avions donné notre avis. En principe, on devrait trouver le 14 millions dans les comptes de l'État lors de la remise et reprise, en principe, parce que la dette devrait être contractée pour l'exercice à venir, ça veut dire 2019. Mais il faut donner ici un indicateur important par rapport au montant global de la dette. Aujourd'hui, l'ensemble de recettes que la ville a collectées en 2019 et l'ensemble de dettes à court terme, parce que ce sont des dettes qu'on paye annuellement, il n'y a aucune dette à long terme ici, l'ensemble de ces dettes, le dette représente 115% de recettes que la ville collecte annuellement. Encore que l'année 2019 a été une année de record. La DGRK a pu réaliser des records par rapport aux années précédentes. Donc la dette de la ville est insoutenable, ce qui est révélateur tout de même d'une gestion à la limite catastrophique, je ne voudrais pas dire criminelle, mais en tout cas une gestion irresponsable du point de vue de finances publiques. Une gestion calamiteuse qu'il vous faudrait quand même partager, parce que vous étiez à l'Assemblée provinciale, je le rappelle, moi je veux juste comprendre, le 30 décembre 2018, je crois on votait, donc vous n'avez pas pu donner votre cultus le 30 décembre, si ça devait peut-être être le 30 septembre, donc il nous restait quand même 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Il faut faire la part de choses entre le vote du budget, du projet d'édit budgétaire et sa promulgation. Donc, je parle ici de la promulgation, parce que l'édit budgétaire entre en vigueur, comme toute autre loi d'ailleurs, que dès lors qu'il a été promulgué. Et donc, c'est le 30 décembre 2018 que l'édit budgétaire a été promulgué par les gouverneurs sortants, et donc les différents moyens que nous avions mis à sa disposition, parce que l'Assemblée met à la disposition de pouvoir exécutif le moyen fiscaux et financiers. Donc nous avons mis à la disposition de l'exécutif les moyens financiers, ça veut dire nous l'avons autorisé à emprunter. Pas pour 2018, ça n'était pas une caution a posteriori, c'était une espèce d'autorisation pour l'exercice budgétaire 2019. Donc cette dette devrait être contractée en 2019. Mais je constate bien qu'en lisant que c'était une sorte de caution, de chèque en blanc qu'on avait donné. En réalité, les dettes avaient déjà été contractées quand on voit bien le date de signature des différents engagements avec les banques. Ok, mais donc vous êtes d'accord avec votre ancien collègue Henri Toka quand il dit que toutes ces dettes ont été contractées avec l'aval de l'Assemblée provinciale? De manière dolosive. J'entends par là qu'il y a eu fraude à l'autorisation parlementaire, parce qu'il est bien entendu que l'autorisation parlementaire est donnée pour l'année N+1, ça veut dire l'année qui vient. Ce n'est pas donné plus pour l'année N-1. Nous avons autorisé de contracter la dette pour l'année 2019. Et dans le caisse de l'État, en 2019, il n'y avait pas le 14 millions. Et la dette avait été contractée préalablement. Et dans le dit budgétaire, il n'avait pas été dit que l'Assemblée venait, comme lorsqu'on voit l'Assemblée nationale valider les traités portant accord des dons. Non, il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait d'autoriser l'exécutif à négocier un emprunt. Or, il s'est révélé que cet emprunt avait été contracté avant même l'autorisation parlementaire. C'est pourquoi je dis que c'est de manière dolosive que cela a été... Donc le problème se trouve au niveau, parce qu'au niveau de la date... Bon, ce n'est même pas ça le débat. Le débat, je pense qu'il faut aussi s'atténuer sur... Non, parce que moi je veux savoir, parce que le mois de décembre jusqu'au mois de mars, je crois que l'exécutif provincial avait la plénitude de l'exercice de ses fonctions, donc peut-être qu'il a pu contracter ces dettes-là. Ce n'est pas ce que révèle en tout cas... Mais alors si, donc la date également pose problème. Ce n'est pas ce que révèle en tout cas le contenu des différents documents que nous avons pu passer en revue. Encore que là c'est la forme. Sur la forme de l'autorisation, il y a déjà un problème. Mais sur le fond, il y a aussi un problème. D'abord, sur la forme, je voudrais ici aussi avoir un regard sur le banquier, parce que on sait bien qu'en droit bancaire, dans ce qui concerne les dispositions qui régissent les banques, y compris du point de vue éthique, on ne peut pas encourager un débiteur à prendre une dette
à la fin d'un exercice ou d'un contrat. Donc là, il y avait déjà un problème. Et puis, du point de vue même de l'affectation de cette dette, il y a un sérieux problème. C'est pourquoi je dis que du point même de vue du fond, si la dette avait été contractée pour l'acquisition de véhicules, ce qui pose problème. Mais on voit bien Quel que... véhicule pour les Oui, députés, non, les ministres c'était plutôt pour le bourgmestre et le fonctionnaire, mais encore qu'il y a deux problèmes majeurs qu'il faut résoudre de ce point de vue. Le premier problème, c'est qu'on ne contracte pas une dette pour gérer, pour affecter le produit de la dette aux dépenses courantes, aux dépenses de fonctionnement. C'est vraiment interdit par la loi, c'est la règle d'or de finances publiques, la règle d'équilibre. On ne peut emprunter que pour les dépenses d'investissement. Ça veut dire pour des investissements qui seront amortis avec le temps. Mais vous avez 12 ans, vous avez toléré cela aujourd'hui. Il s'agit de la dernière dette. Alors, deuxième chose, on ne peut pas contracter une telle dette. Il y avait un problème sérieux parce que la dette avait été contractée pour acquérir le véhicule auprès des CFAO Motors. Mais en réalité, elle a été affectée, d'après le document qui circule aujourd'hui sur le net, elle a été, lorsque le produit de cet emprunt est entré dans le trésor urbain, il a été affecté à un compte appartenant à une certaine société du nom de CFAO, pas Motors, qui n'était pas... Enfin, il y a déjà un problème très sérieux, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas que ça non, on doit comprendre tout cela. Au début de cette émission, je parlais de la gestion des finances publiques, de l'affectation de ces finances publiques et de retomber. On se rend compte que dans ce pays, on est prêt à débourser 14 millions pour juste veiller sur l'opulence des bourgmestres, des députés ou des ministres provinciaux. Et pendant ce temps, il y a Mama Yemo, il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas été faites pendant ce 12 ans. D'où on a besoin de savoir, dans la fond et sur la forme, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Oui, mais j'ai relevé tout à l'heure que du point de vue procédural, il y a eu d'abord une fraude à l'autorisation parlementaire. Et je dirais, la loi parle de la faute de gestion. Il y a faute de gestion lorsque l'ordonnateur a exécuté les dépenses publiques en violation de règles qui régissent les finances publiques. C'est une faute de gestion qui est d'ailleurs sanctionnable. On parle de paiement, de prélever un salaire, enfin l'équivalent au moins du salaire de l'ordonnateur qui ne dépasse pas le double de son salaire. Donc c'est une faute de gestion lorsqu'un ordonnateur a pris des décisions qui vont à l'encontre de l'esprit de la lettre de la loi relative aux finances publiques. Là, c'est un problème qui relève de la Cour des comptes et d'autres juridictions qui sont habilitées à statuer sur ce genre de situation. Mais il me semble ici que nous voulons mettre en parallèle deux choses. C'est que nous sommes entrés dans une époque où la bonne gouvernance est mise au fronton des discours des édifices publics, comme non pas slogan incantatoire pour amadouer le peuple, mais comme, je dirais, mode de gestion. Donc, si nous revenons sur ça, c'est pour dire que ce qui relevait d'un système, d'une approche plutôt tatillonne de la gestion des finances publiques, ne doit pas être démise aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut saluer le fait qu'aujourd'hui, l'exécutif actuel, dirigé par le gouverneur Gentilin Ngobila, ait pris le temps et le soin de certifier ses créances, ce qui relève d'un style de gouvernance qui rompt totalement avec ce qu'on a vu et qu'on est en train de stigmatiser ici. On parlera quand même de l'après, de ce qui est en train d'être fait pour essayer de réparer cela, mais on se dit... Tout ceci ne devrait pas en principe arriver si on avait des députés vigilants. Vous prenez, vous assumez votre part de responsabilité au regard de tous ceux qu'on sera en train de décrier maintenant. Oui, il faut comprendre d'abord que être député, c'est être comptable d'une certaine manière de ce que l'exécutif fait. Si tant est qu'on appartient à la même famille que cet exécutif. On ne peut pas non plus se dérober pour quelque motif que ce soit de cette responsabilité. Mais il faut noter que le travail d'autorisation parlementaire n'est pas le seul travail que les députés font pour appuyer les décideurs. La Cour constitutionnelle, la Cour des comptes vérifie l'efficacité, la validité, la conformité des décisions prises par le député. Par exemple, l'édit budgétaire est chaque année voté, c'est une loi provinciale si vous voulez, ou l'équivalent d'une loi, en principe, et doit être déclaré aussi conforme à la Constitution. Alors, dès lors que la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, ont donné quitus de procédures différentes prises par les assemblées délibérantes, les assemblées provinciales en l'occurrence, bon, on peut considérer que c'était normal. Mais une autorisation parlementaire n'est qu'une formule, n'est qu'un avis.
elle n'autorise pas, cette autorisation parlementaire ne donne pas caution, ne donne pas blanc-seing à un gouverneur de se passer des règles qui régissent les finances publiques. Mais vous aviez le droit, les prérogatives en tant que député, de contrôler la gestion. Et ça n'a pas été fait. On vous a vu, quand je dis vous, c'est un peu l'ensemble des députés provinciaux de l'époque de Kinshasa, avoir la main un peu lourde, ou même pas la main lourde, c'est passer outre tout ce qui se passait à l'époque qu'aujourd'hui on est en train de décrire. Non, je pense que... Il n'y a pas eu des contrôles parlementaires, comme il n'y a pas d'interpellation de Kimbuta. Tout le monde semblait fermer les yeux, donner cutus à tout ce que faisait l'exécutif Kimbuta. Je serais malhonnête si je ne reconnais pas que sous notre législature, il y a eu quand même une espèce de négligence, sinon une espèce de complicité malveillante. Je ne veux pas dire des copinages, somme toute peu recommandables entre l'exécutif et les députés, mais on serait aussi incomplet si on ne tient pas compte du fait que cette assemblée provinciale, c'était une assemblée, je dirais, pionnière, comme les autres assemblées provinciales, qui faisait l'expérience de la démocratie décentralisée. Ça vous a pris 12 ans quand même, c'est énorme. Décentralisée, mais on serait également, cette analyse rend imparfaitement compte aussi d'un autre fait, c'est que l'assemblée provinciale de Kinshasa a eu à faire un certain nombre de contrôles. Elle a eu à faire partir de ministres provinciaux, elle a eu à sanctionner certains gestionnaires, y compris des régies financières, mais est-ce que cela faisait-il partie d'un système, je veux dire, d'une culture démocratique à l'échelle nationale? Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Mais tout ce que je peux noter ici, c'est que nous avons été comptables, mais dans le cas d'espèces, parce qu'il ne faut pas qu'on sorte du cadre de votre question, dans le cas d'espèces, l'Assemblée provinciale n'a pas failli à sa mission. Elle a autorisé les recours à l'emprunt pour un exercice budgétaire donné, pas pour cautionner une affectation à la limite, je veux dire ici, malhonnête de deniers publics. Non, il ne s'agissait pas de ça. Mais là, on parle juste, on va revenir parce qu'on veut mieux comprendre l'affectation de 60 millions. Le problème s'est situé aujourd'hui juste au niveau des 14 millions. Non, les 46 millions ont été contractés en bonne et due forme. Ça a été affecté là où ça devait l'être, ou comment ça se passait? Parce que là, on parle de 60 millions pendant 12 ans. Alors que là, ce qui sont posés problème, c'est juste 14 millions contractés où vous avez donné l'autorisation il y a... Madame, il y a un problème ici que j'ai mis en exergue depuis le début de cette émission, c'est la soutenabilité des dépenses, des finances publiques. C'est un concept fondamental, cardinal. Vous pouvez le voir même sur Wikipédia, sur n'importe quoi. Ça veut dire on ne peut pas contracter la dette, une dette qui vous rend incapable d'honorer vos propres engagements vis-à-vis de fonctionnaires, des usagers, des citoyens et vis-à-vis de créanciers qui vous ont prêté la dette. Et quand nous prenons l'enveloppe globale de 67 millions à peu près, ou 60 millions de cette dette, elle est insoutenable. Ça veut dire qu'elle ne permet pas aujourd'hui à la ville d'opérer des choix en faveur des citoyens quinois. C'est impossible. Aujourd'hui, le gouverneur de la ville est confronté à une situation dramatique. Pour pouvoir rendre la dette publique soutenable, il faut opérer des choix, des sacrifices. Le premier sacrifice, vous devez augmenter les impôts. Ça n'a pas été fait. Si vous ne pouvez pas le faire, non, je dis aujourd'hui la dette est insoutenable. Si les gouverneurs Gentini Ngobila veut résoudre cette équation difficile, il a le choix entre augmenter les impôts, soit baisser les dépenses. Il ne peut pas augmenter les impôts pour des raisons que vous devinez. D'abord parce que le civisme fiscal a encore des beaux jours. Mais il y a la multiplicité de taxes, il peut s'en servir. On n'est pas encore sur cette question, mais deuxième chose, c'est que, outre la difficulté d'instaurer un civisme fiscal efficient, le pouvoir d'achat même de redevables quinois, des assujettis, n'est pas ce qu'il devrait être pour permettre à la ville de collecter efficacement les impôts augmentés. Mais il faut maintenant réduire les dépenses. C'est ce qu'il nous faut maintenant pour rendre cette dette soutenable. Pour réduire les dépenses, il faut sacrifier une catégorie de dépenses. Il y a deux catégories de dépenses principalement, c'est les dépenses d'investissement, ça veut dire les routes de la ville, les bâtiments de la ville, l'assainissement, l'évacuation de déchets, les traitements de ces déchets, tout ce que vous voulez, il faut sacrifier soit ces dépenses, soit sacrifier les dépenses de fonctionnement. Ça veut dire ne pas payer les fonctionnaires dont on sait qu'ils avaient 36 mois d'impayés pour les années antérieures. Donc,
Tout part d'abord de l'évaluation de cette dette. Vous avez dit que 60 millions c'était normal. Non, en réalité la dette était insoutenable. Parce qu'elle a légué un lourd tribut, elle a légué un lourd héritage à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à la tête de l'exécutif provincial, en sorte qu'ils ne peuvent la rendre soutenable qu'en faisant des sacrifices, soit en ne payant pas convenablement le fonctionnaire, soit en ne faisant pas le travaux. Encore que là, on voit bien que malgré le maigre moyen, il y a quelques travaux qui sont faits, notamment les différents chantiers que nous essayons de voir. Ce qui montre quand même qu'il y a une différence de style de management public à la tête de la ville, quand je mets en parallèle, moi qui ai eu le bonheur ou le malheur de traverser cette période, je vois bien que le style de gouvernance diffère totalement. Alors, moi je veux dire, la capacité de mobilisation de la ville de Kinshasa, on parle de 60 millions, c'est à la fois peu et beaucoup. Pour une grande ville comme Kinshasa, elle peut mobiliser combien la ville? Parce qu'on arrive, quand vous parlez d'une dette insoutenable alors qu'on est à 60 millions, quelle est la capacité d'après vous, en tant qu'expert en finance, de mobilisation de la ville? Aujourd'hui, la ville peine quand même à mobiliser convenablement, mais depuis l'exercice budgétaire fiscal ou budgétaire passé, 2019, on a constaté quand même un record dans la réalisation de recettes. On est aujourd'hui autour de 90 milliards, mettons ça aussi autour de 100 milliards de dollars, recettes fiscales et non fiscales comprises. 100 milliards de dollars de francs congolais, bien sûr. Voilà. Donc, vous Parce voyez, que le 60 millions, c'est en dollars. C'est en dollars. Et ces 60 millions représentent 115% de ces 90 milliards que la ville a collecté l'année passée. Ça veut dire que la dette elle-même engloutit l'essentiel de recettes. Si on devrait la payer, bon, évidemment on ne la paie pas en une année, mais si on devrait la payer, on ne ferait rien dans la ville et tout le monde fermerait les portes du bureau, on rentrerait chez soi. Mais qu'on le veuille ou pas, on doit payer ses dettes, on doit faire fonctionner la ville, il faut restructurer les choses. Qu'est-ce qui est fait? Vous avez dit par exemple, qu'est-ce qui est fait concrètement? Comment vous comptez vous arranger? Comment, d'après vous, le gouverneur de la ville doit faire pour essayer d'éponger cette dette et en même temps faire fonctionner la ville? Bon, la première des choses à faire d'abord, c'est évaluer. Je pense qu'il faut savoir gré à la personne qui a eu l'initiative d'évaluer. Ça veut dire le gouverneur, au bout d'une année de son exercice, a eu à faire un état des lieux de ce qui a été fait, de l'existant, et de ce qui doit être fait. Et dans l'évaluation, il ressort clairement que la ville a cette situation de finances publiques insoutenable. Après cela, comme je le dis, il faut faire des choix. Quels sont les choix à faire? Faudra-t-il répudier des dettes odieuses? Les dettes odieuses, ce sont les dettes contractées de manière, je dirais, égoïste. En violation de la loi, ça peut être non seulement en violation, mais pas seulement en violation. On pourrait bien contracter. Les banques n'avaient pas le droit d'octroyer des dettes comme ça, et surtout pas en dollars. Je suis tout à fait d'accord. La dette n'a pas été contractée parce qu'il y a toujours une espèce de simulation, on peut dire 60 millions, mais enfin, c'est pas ça. Elle a été contractée en violation des règles, mais j'ai dit ici, ce n'est pas seulement ce qui compte. La dette peut être contractée conformément à la loi, mais être odieuse, en sorte qu'elle est moralement non défendable. Vous contractez une dette alors que les produits de cette dette n'a servi à rien. C'est ça le problème, la dette odieuse. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les choix est entre, d'une part, sensibiliser le citoyen quinois à ces défis, pour que le civisme fiscal puisse suivre, sensibiliser les citoyens quinois à ces défis pour comprendre qu'aujourd'hui, les gouverneurs n'ont qu'un choix à faire, c'est serrer la ceinture pour réduire le train de vie des institutions provinciales, serrer la ceinture pour peut-être continuer à payer convenablement le fonctionnaire et en même temps construire les routes. Mais il y a aussi une responsabilité du gouvernement central, c'est une responsabilité qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le budget de la ville, il y a une part importante du budget de fonctionnement, d'investissement plutôt, qui n'arrive toujours pas. Mais aujourd'hui, la ville, malgré les contraintes auxquelles elle fait face, contraintes auxquelles s'ajoutent aujourd'hui les difficultés liées à ces pandémie qui ravage l'économie. Donc malgré ces contraintes, la ville essaye quand même de se situer au-dessus de cette contrainte budgétaire et de faire en sorte que la gestion soit différente de celle qui a été jusque-là observée. Deux dernières questions avant de terminer parce qu'on me fait signe au niveau de la régie. Est-ce qu'aujourd'hui on doit interpeller Kimbuta pour justifier pourquoi avoir contracté ces dettes, à quoi ont été affectés, tout ça? D'abord, il faut, justement, c'est une question qu'il ne faut pas dramatiser. Ce n'est pas une question passionnelle, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de gestion de l'État. Lorsque j'ai suivi, comme vous et moi, ou tout autre quinois,
l'émission Équipe nationale à laquelle le gouverneur Gentilly participait, il s'agissait d'évaluer. Mais pourquoi on ne voit rien depuis qu'il est au pouvoir? C'était ça la question, je pense. Non, forcément, c'était facile de dire c'est la faute à mon Ce prédécesseur. n'était pas ça. La question, pourquoi vous ne faites rien? On ne peut gérer qu'avec les ressources. Mais ce qui a été dégagé, c'est qu'aujourd'hui, les finances publiques de la ville sont dans une situation insoutenables. Elles ont été laissées dans une situation calamiteuse. Est-ce qu'on doit interpeller Kimbo? Maintenant, je reviens à cette question. Donc, la question n'était pas politique, ni pénale, ni juridictionnelle. Non, pas du tout. La question était d'abord une responsabilité de celui qui gère. Je suis en face de dettes. Maintenant, le gouverneur de la ville, André Kimbout, a eu à gérer en prenant cette dette. Il a eu à justifier cela devant le député, disant qu'il a affecté ça à autre chose. Il n'appartient pas à un simple citoyen que je suis, ou encore au gouverneur de la ville actuel, de dire s'il faut le poursuivre ou pas. Ici, au nom de la bonne gouvernance. Non, ce n'est pas ça. D'abord, au nom de la redevabilité. Il y a deux choses qu'il faut savoir en matière de finances publiques. Il y a la responsabilité des gestionnaires qui n'est pas forcément la responsabilité pénale. Par exemple, lorsque la Cour des comptes évalue les comptes d'une entité, ce n'est pas forcément que cette entité, la personne qui a géré cette entité a volé ou détourné. Pas forcément, ça c'est autre chose. La qualification pénale n'est pas forcément la qualification comptable. Lorsque la Cour des comptes constate par exemple qu'il y a un manquant dans la caisse de l'État, les comptables peuvent être tenus de restituer le manquant sans forcément avoir une responsabilité pénale. Une faute de gestion n'est pas forcément une infraction. Bon, ici, je ne suis pas habilité à donner des qualifications pénales. Je suis habilité en tant qu'ancien député, mais surtout en tant qu'expert en finances publiques, de donner une qualification comptable à ce qui s'est passé. C'est une faute de gestion. Les finances de la ville sont dans une situation insoutenable et calamiteuse. Au regard de cette situation, que peut-on espérer pour la ville de Kinshasa? Est-ce qu'on doit encore continuer de rêver à une Kinshasa ou une Kinshasa la belle? Bien sûr, je pense que la détermination programmatique, parce qu'on l'a lu ainsi dans le plan d'action du gouverneur actuel, ne fait pas de doute que la ville de Kinshasa a un plan d'action qui est à la mesure de son ambition, à la mesure de ses enjeux et défis. Mais il faut, quand on parle gestion des entités publiques, être réaliste. En ce moment précis, l'humanité fait face à une contrainte qui est à court terme insurmontable, ce qui entraîne ipso facto une baisse de recettes publiques et parfois aussi une augmentation de dépenses sociales, notamment de dépenses de redistribution en faveur des vulnérables, des groupes vulnérables. Donc à court terme, la situation de la ville ne sortira pas au moins de l'ornière. Mais pour autant, la validité du plan d'action tel qu'annoncé dans le programme du gouvernement, je pense que s'il a les soutiens des Quinois, notamment les programmes Kinbopeto et autres, s'il a le soutien des Quinois et Quinoises, je pense qu'on n'a pas un seul doute à penser que la ville de Kinshasa peut retrouver sa plus belle robe d'antan et devenir encore la capitale, pourquoi pas, rayonnante de l'Afrique centrale ou pourquoi pas aussi de l'Afrique en général. Merci, c'est un vœu hein, qu'on souhaite quand même à l'exécutif. Mais ce n'est pas un vœu, pas un vœu si vous et moi en tant que citoyens quinois, parce qu'ici nous parlons aussi en tant que quinois, si vous et moi nous approprions ces différents vœux et nous les traduisons au quotidien dans notre manière d'être. Par exemple, en ce qui concerne le civisme fiscal, le civisme fiscal, par exemple, n'est pas qu'une question de slogan. Chacun de nous devra se dire que les impôts à caractère provincial, les impôts provinciaux, les vignettes, les impôts sur le bien locatif, les impôts fonciers, mais les différentes taxes aussi que nous devons payer pour la ville, participent de notre environnement, notre écosystème immédiat, alors que les impôts à caractère national sont des impôts dont parfois on ne voit pas très bien l'affectation. Et encore faudrait-il qu'on nous dise à quoi servent les impôts qu'on paye. On a toujours besoin de voir hein, pour continuer de payer ou de contribuer quand même à l'émancipation, à l'épanouissement de nos villes et pourquoi pas de notre pays en tout cas. Nous sommes à côté du camp Lufungula qui est voisin à votre chaîne de télévision. C'est quand la preuve même que les policiers qui y vivent, et même ceux qui sont sur la route en train de s'assurer que les mesures barrières, les gestes barrières sont respectés, c'est la preuve même que les impôts qui sont payés reçoivent tout de même une certaine affectation. Je suis d'accord avec vous que ce n'est peut-être pas la façon optimale aujourd'hui d'affecter les produits des impôts, mais
il faut commencer par soutenir ce qui est annoncé dans les différents plans d'action, évaluer par la suite. La presse, de ce point de vue, a aussi un rôle à jouer en procédant aux investigations nécessaires, pourquoi pas aussi en exhortant le décideur à faire mieux que par le passé. Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. Merci. J'aurais peut-être voulu aborder la question de collectif budgétaire au niveau national avec vous, mais ce sera pour une prochaine fois. Voilà, on remercie le député honoraire, le député provincial honoraire, bon, expert, si vous voulez. ou ancien député provincial Serge Mabé, expert en finances publiques, d'avoir été de nôtre pour essayer de nous éclairer un peu par rapport à cette situation, cette polémique, cette controverse autour de 60 millions de dollars qu'aurait contracté l'exécutif Kimbuta et que ce dernier aurait légué à l'exécutif, à l'actuel exécutif de Gentilly Ngobila. Merci à vous de nous avoir suivis. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en notre campagne. On se dit au revoir et à très bientôt. Surtout, on observe les gestes barrières. Le Covid est là. Si vous n'avez rien à faire, restez à la maison. Sinon, protégez-vous et essayez vraiment de participer ensemble à cette mobilisation pour que tous puissions arriver à mettre fin à cette pandémie. Madame, Messieurs, très bonne suite de programme en notre compagnie.